semaine, du côté d'ici, chausse les boots et les gants et teste pour vous des activités neige à faire près de chez vous, seul ou en famille, dans un esprit de découverte et hors des sentiers battus. Nous dirigerons un attelage de chiens de traîneau à Orbey grâce à Anne-Lise et Frédéric. Julien sera notre guide raquette à la recherche des secrets des sous-bois du Champ du Feu. Mathieu, quant à lui, aime la montagne et la vallée de Münster. Il nous invite sous sa yourte pour une soirée fondue au fromage un peu spéciale. Et notre ami Jean-Paul chasse la morosité de l'hiver en plantant du café. Faites chauffer vos arrosoirs. Du côté d'ici, dans le Grand Nord alsacien, c'est tout de suite. Anne-Lise et Frédéric, vous les connaissez. Amoureux du Grand Nord, ils élèvent des chiens de traîneau et des rennes dans la région d'Orbey. J'ai décidé de tester la formule initiation au mushing. Devenir musher en herbe en 2 heures, est-ce possible? Démonstration. Bonjour Anne-Lise. Bonjour Caroline. Je fais la bise. Bienvenue. Bonne année. Mais bonne année aussi également. Alors je suis venue pour prendre un cours. On va conduire des chiens de traîneau. Voilà, donc aujourd'hui tu passes à l'action, donc tu auras ton propre attelage. Mais je vais commencer par te présenter tes chiens. Ah, combien de chiens alors? Alors tu auras 3. Pour débuter, ça suffit. C'est lui qu'on met tout devant? Lui on le mettra derrière parce qu'il a la puissance physique. Voilà, et c'est un chien qui travaille très bien et qui devrait bientôt être en retraite. Mais bon là, sa dernière année, il en profite bien. Il ne demande que ça. À côté, il y aura une petite jeune fille, sa petite fille, parce que c'est vrai que c'est les chiens de traîneau, c'est une histoire de famille. Donc Grizzly travaillera avec sa petite fille. Elle s'appelle Doon. Alors Doon a juste 1 an. Donc pour elle, être à côté d'un chien expérimenté, c'est très bien. C'est la meilleure des écoles. Elle va travailler par mimétisme. Lui va la remettre en place de temps en temps si elle fait mal son travail, mais gentiment. Le plus intelligent est devant. Donc on préfère mettre effectivement un chien qui va bien répondre à nos ordres. Parce qu'avec le chien, en fait, il fonctionne à la voix. On va lui parler. Voilà, donc il n'y a pas de volant sur le traîneau, donc tout se fait à la voix. Donc justement, il y aura certains ordres que tu devras retenir. Donc pour faire avancer le chien, c'est devant, donc une voix assez ferme, gentille quand même, mais assez percutante pour que le chien en fait il comprenne qu'on s'adresse à lui. Donc il faudra donner le nom du chien et dire devant. Voilà. Donc après, pour tourner gauche, droite, par exemple, loup à gauche, loup à droite, et pour s'arrêter comme avec les chevaux, oh. Oh, et en même temps, on joint toujours. Eh ben dis donc, la jeune fille, t'as une forte tête. Et oh, pchit. Donc oh pour s'arrêter. Voilà. Donc ce sont 3 ordres assez simples à retenir qu'il faudra bien appliquer sur le terrain. Voilà. Donc après, nous on sera devant pour te montrer le chemin. Tu suivras derrière nous et nous on veillera à ce que tout se passe bien pour toi. Puis si par hasard tu perds le contrôle de ton véhicule, on l'attrapera et on te le redonnera à cette occasion. Eh bien, allez dehors, allez. Pourquoi vous avez mis en place ces initiations? Voilà, parce que je dirais, le traîneau ne demande pas non plus, je dirais, une grande technicité. Ouais. On peut très bien se faire plaisir avec une première approche sur une demi-journée. C'est accessible à tous. Bon, bien sûr, sous réserve d'avoir un minimum de conditions physiques et de faire de la randonnée régulièrement ou du vélo et pas ne rien faire de l'année, parce que c'est vrai qu'il faut quand même avoir un peu de souffle, aider un peu les chiens quand ça monte et avoir un minimum d'équilibre. C'est pour ça qu'on propose cette activité uniquement aux adultes pour l'instant. Dans ces promenades, on a droit à une petite pause, un petit goûter et admirer le paysage. Voilà, tout à fait. On a la chance dans le massif des Vosges d'avoir des paysages magnifiques, de voir la plaine d'Alsace quand tout est paysage est bien ouvert, quand la brume n'est pas là. Et en fait, on fait des petites pauses quand même, parce que c'est vrai que c'est un peu, des fois un peu fatigant. Donc on fait des petites pauses. On prend petite collation, un petit café, une petite tisane et puis un peu de gâteau pour reprendre aussi les calories qu'on a dépensées dans la montée. Et comme ça, après, on reprend tranquillement et ça dure à peu près 2 heures la balade.
en plus de la préparation qui dure une demi-heure et les petites initiations. Et après, je dirais, on est capable de faire sur une demi-heure sans problème et après enchaîner éventuellement sur une journée entière à une autre occasion. Mais c'est vrai que ça s'apprend assez facilement, quoi. Donc je sais pas, à toi de me dire qu'est-ce que tu en penses. Les sensations sont assez extraordinaires. Au début, on est très impressionnés par la force. Le bruit, l'agitation des chiens. Mais c'est surtout la force, en fait. On a vraiment l'impression d'être moins que rien sur ce traîneau. Et en fait, on se rend compte que dès qu'il y a un petit peu de montée, une neige un peu poudreuse, calme. Voilà. C'est beaucoup Qu'est-ce que vous avez ressenti, vous, la première fois que vous êtes monté sur un traîneau? Moi, je crois que j'avais perdu le contrôle du traîneau, il me semble, si je me souviens bien. Le traîneau est parti sans nous et on a couru derrière. Donc c'est vrai que c'est le risque, c'est la peur. Voilà. On peut se faire surprendre. Hein. C'est vrai que les chiens sont tellement impatients que si on n'y prend pas garde, le traîneau peut partir sans nous, quoi. Donc c'est vrai que c'est une grosse précaution quand je dis aux débutants, faites attention, soyez vigilants. C'est pas les derniers pour faire des blagues, hein, les chiens. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes sur ces traîneaux? La liberté, quoi, le plaisir d'être avec les animaux, d'avoir une communion, hein, de partager un moment avec eux. Puis bon, je veux dire, la tranquillité, quoi. Nous, c'est ce qu'on aime. On aime la nature, on veut du calme, on veut pas trop être dans les bruits, l'agitation des stations. On veut vraiment être au calme et offrir ça aux personnes qui sont aussi tout le temps stressées dans leur vie quotidienne. S'ils peuvent avoir un peu de tranquillité, de sérénité, c'est ce qu'on peut leur offrir, on sera ravis. Si l'aventure vous tente, rendez-vous sur le site internet de Chemin du Nord. Des hauteurs d'Orbey, nous passons au sommet du Champ du Feu, où Julien nous attend pour une balade en raquette. Donc là on est sur le massif du Champ du Feu, qui est donc le point culminant du Bas-Rhin. On va faire un petit repérage pour essayer de voir s'il y a encore assez de neige pour les randos de ce week-end. Il y a des petits coins sympas comme ça et je voudrais être sûr qu'on puisse y aller en raquette et que le spectacle soit à la hauteur de ce que j'ai envie de montrer. Donc on va découvrir un petit peu la faune et la flore du massif, puisque même en hiver il y a des choses à voir. Le professionnel, c'est quelqu'un qui est d'abord capable de trouver un terrain qui est adapté aux personnes qu'il va emmener pour garantir leur sécurité et pour garantir aussi un intérêt à la sortie. C'est cet aspect de partage, de communication et peut-être aussi de sensibilisation sur peut-être les problématiques d'environnement ou sur des choses qui sont inconnues de gens parce qu'ils n'ont pas le temps, pas l'envie ou pas eu l'occasion d'aller chercher par eux-mêmes, quoi. Alors on voit deux types de traces, deux animaux différents qui pourtant coexistent puisque l'un est quasiment dépendant de l'autre. Vous avez d'abord juste devant mon pied et puis le long à côté de vous là, vous avez une trace assez régulière. On peut vaguement deviner encore les coussinets, il s'agit d'un renard. Et l'ami Goupil était venu à la chasse, il vient courir un peu après certaines bestioles puisqu'il a croisé ici les traces d'un lièvre qu'on peut reconnaître en fait aux deux pattes arrière qui sont l'une à côté de l'autre et les deux pattes avant sont l'une derrière l'autre. Il y a quelque chose d'intéressant à voir là. Tout le bois qui est autour, les hêtres ici, étaient utilisés pour fabriquer du charbon. Et pour fabriquer du charbon, il y avait une méthode précise qui nécessitait que le terrain soit à peu près plat. Donc l'homme a aplani une petite surface ici pour pouvoir empiler son bois et construire ce qu'on appelait une charbonnière. On domine bien la vallée de la Bruche, on a pas mal de petits sommets autour. À part quelques moniteurs, il y a peu de fréquentation ici, même quand le massif est archi plein. Donc oui, j'aime beaucoup cet endroit. Il y a 3 jours, on a vu un renard qui traversait les prés là-bas en pleine journée. C'est vous dire s'il est embêté. Évidemment un gros public familial avec des enfants, puisqu'on peut emmener les enfants à partir de 7-8 ans sans trop de difficultés. Et puis on va aussi avoir des adultes, des gens seuls, des groupes de 5-6 copains qui viennent chercher, je dirais, le bon air et un petit peu de changement dans leur rythme hebdomadaire. Des étoiles filantes.
Ma gringo, il est beau ton café. Ça, c'est du terreau. Ça, c'est du Ça, terreau. c'est le terreau. Le café, il est ici. Bonjour Bonjour. Jean-Paul. Bonjour Caroline. Qu'est-ce que c'est que cette histoire sur mon répondeur? On va planter du café. On va en faire, effectivement, parce que là, justement, vous avez dans la main un caféier, même plusieurs, vous voyez, donc ça a été semé, donc il y a plein de petites pousses qui se sont développées, hein, petits caféiers je dirais que c'est une plante d'appartement qui va être de plus en plus à la mode, hein, parce que d'abord les feuilles sont belles, hein, c'est des feuilles qui sont un peu gaufrées. Ensuite, la plante au courant de la saison, en printemps ou en été, elle va faire des petites fleurettes blanches. Ces fleurettes blanches vont donner à leur tour des petites baies qui sont d'abord vertes et qui rougissent ensuite, hein, de plaisir, et qui contiennent effectivement les grains de café. Alors, petite question à 100 €, combien de plants de café faut-il pour un expresso? Ah, on on le saura jamais. Alors voilà, donc on va faire notre semis de café. C'est très simple. Vous prenez un pot de fleurs, un pot en plastique, c'est comme vous voulez. Vous mettez du bon terreau. Alors là, j'ai quand même pris du terreau qui est bien drainé, qui a suffisamment de corps, parce que là, le caféier, il aime bien les arrosages, mais jamais sans excès. Donc, il détesterait avoir une terre qui reste trempée. Et puis ensuite, on va le cultiver dans une pièce qui est très claire, une pièce qui est aussi tempérée. Donc, ça peut être une pièce d'un appartement. Ensuite, on a des grains de café. Les voilà. Voilà, alors c'est bien sûr, c'est pas du café qui est torréfié, hein, c'est des graines de semences qui sont vertes. Hein, simplement. Et on le trouve dans toutes les jardineries. Voilà, on trouve effectivement, vous trouvez des graines pour semer du café. C'est du café arabica, il en existe de meilleurs, mais là, peu importe, ce qui nous intéresse, c'est de faire une belle plante. Évidemment, la plante se développe, on pourra toujours dépoter, briser la motte délicatement et replanter chaque caféier à part. Hein. Combien de temps on attend avant que ça pousse? Alors ça met dans l'appartement avec un arrosage conséquent, donc maintenir le terreau humide, beaucoup de chaleur. Au bout de 3 semaines, vous verrez déjà apparaître les premières pousses. Donc c'est pas très très long. Hein. Il faut leur parler espagnol? Oui, déjà, ça dépend si c'est des variétés arabica, il faut parler arabe, là, carrément. Donc c'est un peu plus difficile, mais comme dit, nos plantes pousseront bien. Alors les grains qu'on va récolter, bien sûr, ça va pas servir à faire du café. C'est esthétique. On pourra réutiliser les graines pour faire des semis ultérieurs. Là, on reste vraiment dans la culture. On boira un café après. Bonjour, bonjour. Bonjour Mathieu. Ça va bien? Très bien, très bien. J'ai pris, comme vous m'aviez dit, la 3e à droite. Première yourte à gauche. Et ben voilà, c'est exactement ça. Facile à trouver. C'est quand même assez extraordinaire de voir une yourte mongole en plein cœur de la vallée de Münster. Oui, c'est les accompagnateurs qui ont décidé de faire ça, donc c'est très bien. Parlez-nous un peu de l'histoire de cette maison mongole. Eh ben, la maison mogole, au départ, c'est un habitat de nomades, donc on transporte, qu'on peut démonter, qu'on peut transporter. La différence, c'est que la nôtre, elle reste sur place. Elle est parfois démontée pour aller à certains endroits quand on fait des expos ou autres. Mais autrement, elle est sur place et elle nous sert en fait quand on fait des rondes raquettes en hiver ou en été. Et elle peut aussi être louée directement par les personnes. N'importe qui peut la louer. Ou autre. Ah ouais, tout le monde, n'importe qui. Ouais, tout à fait. En plus, il y a l'électricité. Ah oui, il y a l'électricité. C'est une yourte alsacienne. Si vous avez été sage, après une telle journée de sport, eh bien Mathieu vous emmène sous sa yourte et vous pouvez déguster une fondue au fromage. Elle est un peu spéciale ce soir, la fondue. Tout à fait. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est une fondue au fromage et donc Nathalie va vous expliquer comment on va la faire. Et quel fromage? Et fromage de Münster, évidemment. Évidemment, puisqu'on est au Schnepf, c'est le Münster. Alors Nathalie, elle est juste à côté de moi, bonsoir. Bonsoir. Votre mari et vous faites des fromages depuis plusieurs années? Oui, ça fait depuis plus d'une dizaine d'années, quoi. Le Münster et plein d'autres? Le Münster, le Barkas, des tomes et en hiver de la raclette. Je vais le chercher ce Münster pour la fondue chez votre mari. Où est-ce que je le trouve? Dans sa fromagerie? Dans sa fromagerie, oui. Alors, on se retrouve tout à l'heure. Je vais chercher les fromages. Bonjour Jean-Mathieu. Bonjour Caroline. On dirait que j'arrive à temps. Oui. Vous retournez vos fromages. Qu'est-ce que c'est du Münster? C'est du Münster à la fleur de sureau de ce matin. Sureau du jardin.
Non, sur des bois. Alors on est censé faire une fondue avec votre chair et tendre sous une yourte. Qu'est-ce que vous nous conseillez comme minster? Moi, je prendrais pour faire du minster. Soit on peut apprendre un affiné, il faut ôter la croûte. C'est dommage. Donc moi, je prendrais un fromage de 10, 12, même 15 jours au plus. Qu'on va couper en petits dés, vous verrez après. Et on fera une fondue en minster. Pas besoin d'enlever la croûte. Pas besoin d'enlever la croûte. En intégrale. Pour tous ceux qui trouveraient que le minster sent fort, qu'est-ce que vous leur diriez? Ben ici en cave, comme vous pouvez le constater, Caroline, on ne sort pas l'odeur du minster. Donc moi, ma théorie personnelle, je dis le minster, c'est comme les pieds, ça sort seulement quand c'est emballé. Alors quelle est cette recette, Nathalie? Cette recette, elle est toute simple et facile à faire. Il suffit juste de faire fondre du beurre. Après, vous prenez un minster pas trop frais, fait de préférence. Vous le coupez en petits cubes et vous le faites fondre petit à petit, un quart, puis la moitié, puis le reste. Et une fois que c'est bien fondu, bien homogène, vous rajoutez un œuf, vous salez, poivrez, quelques graines de cumin et c'est bon à manger avec du pain. Un bon pain. Un bon pain. Allez, premier baptême, première fondue au minster. C'est très fin. C'est bon? Très difficile de manger. Et de parler. On va bien. Mais en plus des fondus, on a droit à des petites histoires que vous racontez sous cette yourte. Des histoires de la vallée, parce que vous êtes un enfant de la vallée. Oui, je suis un enfant de la vallée, effectivement. Ben, je sais pas, tu la connais, toi, Nathalie, l'histoire du marquaire du Honeck, qui, en fait, a eu un veau assez tardivement, et comme il était un petit peu pingre, il voulait pas descendre le veau à la Saint-Michel pour ramener ses vaches dans la vallée, parce que ce veau allait lui coûter de l'argent pendant l'hiver. Donc il s'est dit, il va le laisser là-haut, dans la ferme d'alpage, et il va que ce veau allait être nourri par les Barigeist, donc évidemment c'est les esprits de la montagne, puisque les esprits de la montagne investissent en fait les fermes d'alpage quand les fermiers sont pas là. Et donc bien sûr ce qui s'est passé, c'est qu'évidemment ils l'ont élevé. Et en fait, quand le fermier est arrivé au printemps, ce veau était devenu une belle vache. Quand il est arrivé avec son troupeau, il s'est dit, quand il a ouvert les portes, il a vu cette vache, il s'est dit, magnifique, là j'ai gagné de l'argent. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ouvert la porte pour laisser partir cette vache avec le reste du troupeau. Et la vache était tellement contente de sortir qu'elle a galopé, elle a couru, et manque de bol, eh bien, elle est passée par-dessus le falimon. Et elle est tombée dans le trou. Le fermier, voyant ça et qu'il avait perdu de l'argent, il a couru derrière et il est allé voir, il s'est penché comme ça pour voir où était tombée la vache. Et là, il y a une voix caverneuse qui lui a répondu, « Celui qui ne mérite pas le veau ne mérite pas non plus la vache. » Et voilà la petite histoire. Je crois que je le connais, ce marqueur. On l'a déjà rencontré. Ça vous plaît de vivre ici, de balader les gens? Ah oui, c'est super. Parce que tous les jours, on voit autre chose, on rencontre plein de personnes. C'est très, très intéressant. Voilà, vous avez goûté l'espace de quelques minutes à la vie du Grand Nord en Alsace. C'est tout à fait possible. De nombreuses activités sont possibles. Vous avez fait la connaissance de Frédéric, d'Anne-Lise, il y en a plein. Mathieu vous attend de pied ferme. La yourte, elle est là. Tant qu'elle est là, faut en profiter. Vous pouvez avoir l'émission sur le www.alsace20.tv. Je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures en Alsace. Ciao. Au revoir. Au revoir. Au revoir.